Stéphane Azikian, vous avez fondé Polystock en 2009. Quels étaient vos objectifs à l'époque? Alors l'objectif dès le départ, il a été très clairement défini. En fait, on était trois cofondateurs. On avait tous des métiers très différents qui n'avaient aucun lien avec l'environnement, autodidactes complètement. Et en fait, on trouvait plus vraiment de sens dans nos activités professionnelles. Et étant venu au monde face à la mer Méditerranée, il suffisait d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y avait quelques petits problèmes. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on pouvait faire pour que ça change. C'était très ambitieux. Après, ça s'est avéré être beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne change pas le monde comme ça. Mais de relations humaines en relations humaines, d'expérience, développement, etc. Très modeste au départ, on a réussi à mettre au point des solutions très efficaces et qu'on n'a pas cessé d'améliorer. Je retiendrai de notre parcours entrepreneurial, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses même en étant autodidacte, avec un petit peu de volonté et beaucoup de détermination, parce que ça n'a pas été facile, loin de là. Je pense que si on s'y met tous, on peut vraiment modifier la trajectoire qui a été définie pour nous, qui est une mauvaise trajectoire aujourd'hui, je pense qu'on en a tous conscience. Tout ça n'est pas une fatalité. Moi, il y a encore 5-6 ans, on me demandait concrètement à quoi servaient mes solutions. Est-ce qu'on en avait finalement vraiment besoin? Aujourd'hui, on les récompense au travers de prix, et je pense que ça, c'est un immense message d'espoir. Alors, il ne faut pas dire que les choses vont bien, les choses ne vont pas bien, on le sait très bien, on est quand même dans une situation d'urgence, mais le message anxiogène, je pense, nous écrase. Et moi, je me bats tous les jours contre ça. Je pense que tous unis, on peut vraiment changer les choses et qu'il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on a défini pour nous étant un espace-temps très très court. Le rapport du GIEC est assez accablant, il faut dire les choses. Il nous laisse très peu de temps devant nous. Mais je pense qu'on peut vraiment modifier tout ça, changer tout ça et que les choses se finissent bien. Alors votre grand principe consiste à agir en amont du processus polluant avant que les déchets ne puissent atteindre les milieux aquatiques. Comment vous y prenez-vous ? Alors, moi j'ai un caractère assez pragmatique. Je pense que parfois on s'engage dans des voies qui sont trop complexes et qui en fait sont vouées à l'échec dès le départ du raisonnement. Si on parle vraiment des déchets anthropiques qui viennent polluer les mers et les océans, on sait à quel point le problème est gravissime. En fait, il faut simplement déjà analyser d'où viennent ces déchets, comment ils finissent dans les mers et les océans. Et il faut savoir qu'il y a 10 ans, beaucoup de personnes pensaient que tout ça, ça venait des voies maritimes, des bateaux. Non. 80% des déchets viennent de terre. Tout simplement, s'ils viennent de terre, il faut peut-être agir sur terre, couper le robinet des déchets. Voilà, c'est l'image que j'en retiens. On arrête le flux, et déjà là, on peut travailler de façon plus constructive. Alors en 2010, vous avez conçu le filet de NAS HydroRescue. En quoi ce dispositif anti-macrodéchets est-il particulièrement innovant ? Alors il est plus qu'innovant, il est révolutionnaire. Révolutionnaire à plusieurs niveaux. Bon déjà, il faut le dire, c'est une prouesse technique, parce qu'aujourd'hui avec le recul, on trouve ça simple. On a mis 2 ans pour développer un filet qui fonctionne, qui reste à l'endroit où il doit rester, parce qu'il y a des poussées hydrodynamiques qui sont phénoménales, plusieurs tonnes de déchets. Donc là, on imagine bien que les systèmes sont extrêmement sollicités et peuvent être tout simplement détruits. Donc on a mis 2 ans vraiment pour développer un filet qui remplisse complètement ses fonctions. Ça, c'était la première étape. Après, il a fallu répondre à des enjeux de sécurité. Il a fallu encore des années. Alors, sécurité sur la mise en charge des réseaux. Sécurité aujourd'hui sur l'exploitation. C'est comment un technicien va vider en toute sécurité un filet de 4 tonnes. Donc, toutes ces étapes-là ont représenté une prouesse technique. Alors, quand je dis révolution, c'est que déjà, ça a changé les mentalités. Comme on l'a dit, on ne voulait agir qu'en mer. Nettoyer les mers et les océans. Il faut savoir que moins de 1% des déchets flottent. Tout le reste coule. Alors, quand vous avez des déchets à 30 mètres de profondeur, pourquoi pas? On peut aller chercher des déchets à 30 mètres. 80 mètres, c'est plus compliqué. 200 mètres, 500 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres. Aujourd'hui, il y a des déchets de partout. Donc, c'est une utopie technique et financière. Donc, on a réussi à convaincre que cette voie-là n'était pas la bonne. Donc, on a bouleversé les mentalités. Aujourd'hui, on accompagne une centaine de collectivités territoriales quand même, sachant qu'au départ, personne ne voulait notre solution. Donc, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Et une révolution dans le sens où on a réussi à reconnecter l'écologie et l'économie. La problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui est liée à un principe fondamental, c'est que l'écologie va à l'encontre de l'évolution de la société humaine. L'écologie va détruire l'économie. C'est le discours qui a été porté pendant des décennies. Et nous, on a prouvé le contraire. On a mis au point une solution qui limite l'impact des activités humaines sur les milieux naturels et les milieux aquatiques. Et avec cette solution, on a créé des services, on a créé des emplois. Aujourd'hui, on a des actionnaires qui sont entrés dans la société. Donc en fait, on se rend compte que l'écologie et l'économie ne s'opposent plus grâce à ce filet. Et quelles sont les principales caractéristiques de ce filet qui peut être utilisé dans différents milieux ? Alors, les caractéristiques du filet HydroRescue, c'est un filet qui est capable de retenir des déchets sur n'importe quel type d'ouvrage, quelles que soient les dimensions,
qui supporte toutes les pressions hydrodynamiques qu'on imagine, qui répond à des enjeux alors qui évoluent en permanence, non mise en charge du réseau, aujourd'hui garantie à 100%, capacité de contrôler à peu près 60 à 80% des déchets qui transitent par un réseau hydraulique. On respecte la continuité écologique, la transparence hydraulique est imposée par les services de l'État. Donc aujourd'hui, c'est un filet qui est capable de construire une vraie stratégie nationale et internationale, parce qu'on pose des filets aussi à l'étranger, qui nous permettrait, dans un déploiement à très grande échelle, de contrôler cette pollution en moins de 10 ans. Dans 10 ans, si on déploie des filets hydro-rescue à l'échelle de la France, il n'y a plus de pollution dans les mers et les océans. Concrètement, comment ces filets fonctionnent-ils? On travaille à 2 niveaux. Un premier niveau d'action qui est à la sortie des réseaux hydrauliques. Il y a 3 types de réseaux en France. Réseau d'eau pluviale, réseau unitaire et déversoir d'orage. Les réseaux prioritaires pour nous, c'est les réseaux unitaires et les déversoirs d'orage. Sur un déversoir d'orage, pour que vous ayez une échelle, on a à peu près 90% de déchets anthropiques. C'est là où il faut agir. Donc le filet, c'est un énorme piège qui se met à la sortie d'un réseau hydraulique. Le flux passe au travers du filet dans un premier temps, commence à intercepter les déchets, et quand on a complètement saturé le filet de déchets, on a un système de sécurité, et là le flux va pouvoir sortir du filet sans perdre les déchets. On va trouver ce point d'équilibre, c'était le plus compliqué, comment on arrive à sécuriser le réseau tout en retenant les déchets et surtout en ne les perdant pas une fois qu'on les a interceptés. Et comment faites-vous pour que vos filets puissent garantir une continuité écologique et donc la préservation de la faune aquatique? Alors ça a demandé beaucoup de R&D. C'est une accélération qui a été possible avec le succès de Polystock, qui a été possible avec la première levée de fonds qu'on a fait, qui nous a donné les moyens d'avoir un service R&D qui est ultra performant. On a déposé 5 brevets aujourd'hui. Et donc le filet, en fait, est connecté sur un cadre support. C'est-à-dire que le filet, lui seul, sans son cadre support, n'apporte aucune garantie en termes de sécurité. C'est le cadre support qui est complémentaire du filet, qui lui va sécuriser à la fois l'évacuation du flux du réseau. Le filet va se remplir et à un moment donné, quand le filet sera saturé, la trappe va s'ouvrir automatiquement sans intervention humaine. C'est très basique, c'est très mécanique. La trappe s'ouvre, le flux passe par-dessus le filet et une fois que le flux est passé, la trappe se referme. Il y a aussi des zones d'échappement latéral? Il y a des zones d'échappement latéral qui répondent à d'autres enjeux liés à la continuité écologique, parce qu'on a des réseaux artificiels sur lesquels il n'y a pas de vie, et on a d'autres réseaux sur lesquels il y a de la vie, il y a des poissons qui vont venir circuler, il y a de la faune qui va circuler, et là on a des zones d'ouverture latérale qui vont permettre à la fois l'évacuation du flux, mais également à la vie de pouvoir continuer à vivre dans le réseau, monter et redescendre à sa guise. Alors, outre ces filets NAS, vous avez aussi développé d'autres innovations, notamment un panier anti-déchets pour avaloir. Quel est son rôle et comment fonctionne-t-il? Alors ce panier, c'est une action qui est complémentaire du filet hydro-rescue. Là, on répond à un autre problème, c'est que beaucoup de gens pensent que tout ce qu'ils vont jeter dans une grille d'avaloir va aller dans un centre de récupération, une station d'épuration par exemple, alors que ce n'est pas le cas. Les gens vont volontairement vers la grille d'avaloir pour jeter par exemple leur mégot, volontairement, pensant bien faire. Et en fait, non, ce mégot va aller directement dans le milieu naturel. Donc là, on a inventé un panier qu'on va positionner sous la grille d'avaloir, qui va être capable de récupérer jusqu'à la bille de polystyrène, donc il a des mailles graduées, tout en garantissant une fois de plus que le flux hydraulique va pouvoir s'évacuer par l'avaloir. Vous intervenez également parfois avec des barrages flottants. Pour quel type d'installation et contre quel type de polluants? Les barrages flottants, c'est un métier historique de Polystock. On va intervenir à tous les niveaux qui vont permettre de réduire l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques. Donc on va accompagner les grands groupes de travaux publics qui vont faire des chantiers en milieu maritime, rénover un port, faire une extension en mer. Donc là, ça va être des barrages anti-matière en suspension qui vont permettre de définir une zone de sécurité complète. Rien ne pourra sortir de cette zone de sécurité. Aucun polluant. Mais après, on va pouvoir intervenir avec des barrages anti-pollution lorsqu'il y a un accident. Un bateau qui brûle dans un port, un bateau qui coule. On va pouvoir encercler ponctuellement ce bateau-là. Pareil, avec une enceinte de sécurité. Aujourd'hui, quels sont vos clients et quel est votre chiffre d'affaires? Alors, les clients sur les filets, c'est 95% de collectivités territoriales. Quelques industriels, puisqu'il y a un décret qui est sorti qui oblige les industriels à contrôler leur rejet de polluants solides dans le milieu naturel. Après, bien évidemment, les grands groupes de travaux publics. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la partie filet par rapport à la partie barrage, les filets représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires de Polystock. Il y a encore 5 ans, c'était 20%. Donc on voit vraiment une évolution en termes de prise de conscience, de l'urgence de protéger les mers et les océans. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de Polystock est de 1,4 million. On a une progression annuelle de 35 à 40%.
Est-ce que vous avez quelques relations avec des acteurs de la technopole de Sophia Antipolis? Oui, bah on a posé des filets justement avec les services de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Après, oui, on a des transversalités avec des partenaires, parce qu'en fait, je pense que lorsque nous n'avons pas les compétences, on va aller chercher en externe, et je pense que c'est comme ça que les choses avancent le plus vite. Vous l'avez dit, votre société affiche une croissance remarquable, à tel point qu'elle a été récemment récompensée par l'un des trophées de l'hypercroissance. Quels ont été vos taux de croissance ces dernières années? Bah, en général, en annuel, on est à 35-40% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et en fait, ce prix-là était assez particulier, puisque ce prix, c'était Change Award. Oui, donc, évidemment, j'y suis plus sensible qu'à d'autres prix. C'est symbolique et ça récompense le travail de toute mon équipe depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Votre société est particulièrement sensible à la dimension écologique de son travail? Ah, c'est essentiel. C'est d'abord une entreprise à mission qui a réussi, comme je l'ai expliqué, à reconnecter l'économie et l'écologie, mais au départ, il n'y avait que des valeurs écologiques. Et pour terminer, quels sont vos objectifs de développement pour les prochaines années? On a déjà un objectif qui est très clair, c'est dans moins de 10 ans contrôler totalement la pollution anthropique, donc tout ce qui est transfert de déchets solides de la terre à la mer. Ça, c'est notre objectif. Et mon ambition à 5 ans, c'est d'être capable, encore sur les réseaux hydrauliques, de retenir également une partie des polluants invisibles. Donc là, c'est très clair, ça va être tout ce qui est résidus de pesticides, tout ce qui est résidus de pneumatiques, plaquettes de frein, qui sont aujourd'hui des sujets très graves pour le milieu naturel. On ne les voit pas, mais ils sont bien plus graves encore, certainement, que les plastiques. Et aussi tout ce qui est métaux lourds. Donc on commence à travailler là-dessus déjà.